Les 22 et 29 janvier 2017, le peuple est appelé à choisir le candidat de la gauche de gouvernement. Alors évidemment, on me dira que ce n'est pas le peuple entier qui est appelé. On me dira que ce sont seulement les électeurs qui se reconnaissent dans le projet de la gauche et plus précisément dans celui de la gauche de gouvernement. Oui, j'aurais pu dire c'est le peuple de gauche qui choisit. Mais d'abord, je n'aime pas diviser le peuple et ensuite, je n'aime pas mettre des étiquettes sur les gens. C'est donc bien le peuple qui s'exprimera les 22 et 29 janvier et pas seulement les militants du Parti socialiste et des partis alliés. Alors, à tous ceux qui critiquent le fonctionnement des partis, leur caractère archaïque, je dirais, vous avez souvent raison dans vos critiques, mais vous auriez tort de ne pas venir prendre part au vote des 22 et 29 janvier. Qui sait, peut-être que l'envie vous prendra de venir changer les choses de l'intérieur, on est nombreux à n'attendre que ça. Parce que les partis politiques sont nécessaires à la vie politique. Ils évitent que la démocratie représentative s'appuie seulement sur les personnalités et leur capacité à mobiliser localement. Ils permettent de mutualiser les moyens de faire de la politique, de faire campagne. Ils évitent que seuls les candidats ayant une fortune personnelle puissent faire campagne. Ils ont permis de donner une réelle dimension nationale aux élections, qui jusqu'au début du siècle dernier n'étaient qu'un agrégat d'élections locales dans des baronnies, donc des baronnies locales. Ils ont permis de créer un projet politique national relativement homogène en situation d'être mis en œuvre en cas de victoire aux élections. Le mode de désignation des candidats était jusqu'ici assez fermé. C'était la prérogative des militants, voire parfois, souvent même, des grands élus locaux qui orientent leurs adhérents. Depuis la mise en place du système de primaire, le mode de désignation est devenu beaucoup plus ouvert, le plus ouvert possible en réalité. À vous de prendre la main, à vous de choisir le projet et le candidat qui correspond le mieux à vos aspirations, parce que la démocratie le vaut bien. Concernant la France, c'est en 1995 que les choses ont commencé à changer avec un vote direct des militants pour choisir le candidat à la présidentielle, alors que jusqu'ici, il était de fait soit le président sortant, soit le premier secrétaire. On voit ici un virage important. Ce n'est plus un leader plus ou moins naturel qui s'impose par des manœuvres internes au parti, ce sont les adhérents, les militants qui choisissent celui qui les représentera à l'élection présidentielle. Pour les socialistes, c'est le moment où ils admettent le présidentialisme voulu par De Gaulle. Le parti se présidentialise, officiellement d'une certaine façon. Il commence à devenir une machine de plus en plus centrée sur la victoire à l'élection majeure de la Ve République. 1995, Jospin perd honorablement l'élection présidentielle mais prend la tête du parti, et lorsque Chirac dissout l'Assemblée nationale, Jospin, en tant que leader de la nouvelle majorité, devient de fait Premier ministre, puis de fait candidat aux élections de 2002. Élection qu'il perdra en ne qualifiant pas la gauche au deuxième tour pour la première fois depuis des décennies. Donc en 2002, le choix du leader naturel aboutit à une catastrophe et fera disparaître pour longtemps l'idée même d'un leader naturel au sein du Parti socialiste. En 2007, la gauche de gouvernement n'a pas de leader naturel comme on vient de le voir. Des élections internes sur le modèle de 1995 sont organisées avec une différence néanmoins, la possibilité d'adhérer sur Internet pour 20 € a attiré pas mal de nouveaux adhérents. Ils sont venus compléter le nombre conséquent de militants qui avaient rejoint le Parti socialiste dans le sillage de la catastrophe du 21 avril 2002. Ainsi, ce renouvellement de la base militante de 2002 et surtout de 2007 favorisera une candidature qui n'a pas de rôle central dans l'appareil socialiste. En effet, Ségolène Royal s'imposera face aux deux favoris sur le papier, Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius. 2011 fut une réelle transformation pour la gauche de gouvernement. Les choses avaient évolué progressivement, en 1995 avec la primaire fermée, c'est-à-dire ouverte aux seuls militants, en 2007 avec une primaire ouverte aux seuls militants mais avec un réel renouvellement de la base militante, en 2011, la mue est complète. Pour la première fois, le peuple est appelé à s'exprimer lors d'une primaire à l'américaine, promue en particulier par Arnaud Montebourg, dans une logique d'ouverture des portes et des fenêtres du parti. On en connaît le résultat, un réel succès de participation, 2,6 millions de participants, un choix net en faveur de François Hollande, une dynamique réelle créée à l'automne et à l'hiver qui ont permis une victoire au printemps. La méthode est désormais rentrée dans les mœurs, le Parti socialiste, longtemps défavorable à la présidentialisation du régime, en est devenu le fer de lance sans réellement le vouloir. Pendant tout ce temps, la droite, elle, n'a pas pris en compte un quelconque mécanisme moderne de sélection de ses candidats, soit parce qu'elle a préféré la division, soit parce qu'elle a eu des leaders qui se sont naturellement imposés. À la division, on pense à Chirac-Giscard en 81, Chirac-Balladur en 95, et des leaders naturels qui se sont naturellement imposés, on pense à Chirac en 88 ou Sarkozy en 2007. Les méthodes à l'ancienne de désignation du candidat se perpétueront à droite jusqu'à la primaire de 2016, qui donnera naissance à un leader qui n'avait pas l'air si naturel que ça, puisqu'il avait perdu les élections internes 3 ans auparavant. Il est néanmoins désigné par plus de 4 millions de votants, ce qui est bien plus que les 100 ou 200 000 adhérents réels du grand parti de la droite. En 2017, la primaire ouverte est mise en œuvre par la gauche de gouvernement dans des conditions presque rocambolesques. La cote de popularité du président sortant est tellement faible que dès le printemps 2016, François Hollande admet l'idée de se soumettre à une primaire. Elle sera taillée sur mesure pour lui faciliter la tâche.
Du fait de sa notoriété, il lui fallait une campagne courte. La primaire est donc calée pour le mois de janvier 2017, c'est-à-dire avec à peine un mois de campagne. Les choses s'engagent néanmoins mal pour le président sortant, qui est obligé à l'automne 2016, par la force des choses si j'ose dire, à ne pas se présenter. La gauche de gouvernement est donc représentée par 7 candidats lors de cette primaire, c'est-à-dire autant que les candidats de la droite lors de la primaire qui ont eu lieu il y a 2 mois. Jean-Luc Benamias, François de Rugy, Sylvia Pinel sont les représentants des partis alliés du PS. Vincent Peillon, Manuel Valls, Benoît Hamon et Arnaud Montebourg sont les représentants des différentes sensibilités du Parti socialiste. Au soir du 29 janvier, l'un d'entre eux sera le gagnant de cette primaire en 2 tours. Il devra affronter en théorie Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui croient chacun à sa façon dans son destin personnel. Mais si le rassemblement se fait, et il se fera, je n'en doute pas, alors la dynamique que crée une primaire donnera un élan certain à celui qui en sortira vainqueur. Ne nous l'aurons pas, la tâche sera ardue, mais elle n'est pas impossible. En démocratie, c'est le peuple qui choisit, et c'est donc le peuple qui désignera les 2 candidats qui seront présents au 2e tour de la présidentielle du mois de mai. L'élection est tellement ouverte qu'à part Madame Soleil, nul n'est en état de faire des prévisions sérieuses. Donc les 22 et 29 janvier, vous savez ce qu'il vous reste à faire, venez choisir le projet, venez choisir l'avenir de la gauche, venez choisir l'avenir de la France, venez choisir l'avenir de l'Europe. Pour cela, il suffit d'être inscrit sur les listes électorales au plus tard le 31 décembre. Il vous reste donc quelques jours pour le faire et pour ensuite participer à la primaire de la gauche des 22 et 29 janvier.